Famille, justice, enfance. Philippe Gouillou sur RLP, qui est déjà venu nous voir il y a quelques semaines pour parler du QI, du quotient intellectuel et de son application dans la gestion des enfants. C'est un thème général, mais qui est important pour les parents. Philippe Gouillou sur gouillou.com, Gouillou.com, auteur notamment du QI, des causes aux conséquences, de la génétique au capitalisme cognitif en 2024. Avant cela, il avait écrit le guide pratique de l'enfant surdoué, repérer dès les enfants précoces. Entre 1998 et 2019, il y avait eu 12 éditions. Il nous a parlé aussi de quelque chose qui s'appelle « Pourquoi les femmes des riches sont belles ? Programmation génétique et compétition sexuelle ». Et Philippe Gouillou a aussi un dada sur la psychologie évolutionniste. Alors, Philippe Gouillou, bonjour. 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 Je donne une définition de la psychologie évolutionniste. Vous allez me dire si jamais c'est bien, si j'ai compris ou si jamais c'est pas ça. La psychologie évolutionniste est une branche de la psychologie qui cherche à expliquer nos comportements, émotions et modes de pensée en les replaçant dans le cadre de l'évolution de l'espèce humaine, propagation des gènes, recherche de la calorie. En fait, c'est un darwinisme amélioré. Peut-être, voilà. Est-ce que c'est ça ? Alors globalement, oui, sauf oui, c'est une application du darwinisme, enfin de l'évolutionnisme. C'est se dire, il n'y a pas que notre corps qui a été sélectionné par la sélection naturelle, quoi. Il n'y a pas que notre corps qui est devenu comme ça. Notre cerveau aussi est soumis aux contraintes évolutionnistes et en raisonnant selon ces contraintes-là, on arrive à expliquer un certain nombre de comportements et d'états internes psychologiques. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, la psychologie évolutionniste, au départ, c'était évidemment une idée. Maintenant, c'est devenu le métacadre général des recherches. C'est-à-dire les recherches, on les inscrit, on cherche à comprendre, quand on fait une recherche en psychologie, comment telle chose a pu être sélectionnée. C'est-à-dire, Donc, la psychologie évolutionniste s'appellera bientôt psychologie. D'accord. On va essayer de contextualiser les études psychologiques, les connaissances psychologiques dans une perspective d'évolution. C'est ça, en fait. Voilà. Comment ça a été sélectionné ? Comment telle chose a été sélectionnée ? Pourquoi on a tel comportement ? Pourquoi on a tel biais cognitif ? Pourquoi on a telle chose, etc. Et ça rentre pourquoi on va avoir telle préférence et tel dégoût, pourquoi on a peur, pourquoi on a la colère, enfin. Mais ça peut nous emmener très loin, ça. Ça peut nous emmener extrêmement loin, parce que est-ce qu'il y a une notion de hasard dans l'évolution ? Est-ce que, au contraire, il y a des règles générales qui pas. Ça peut nous emmener très loin comme perspective. Alors, sans rentrer dans. Pour aller très loin, il y a la question du hasard. Alors là, c'est difficile d'aller plus loin. Mais est-ce que le hasard existe ou est-ce qu'il n'existe pas ? Ça, c'est une question philosophique. Mais c'est pour aller jusque-là. Oui, en termes standards, oui, il y a une forte contingence, c'est-à-dire que l'évolution est intervenue, mais il y a des règles globales, c'est-à-dire qu'un gène qui augmente les chances de se transmettre a plus de chances de se retrouver aux générations suivantes. Globalement, l'idée, c'est ça. Alors, mais c'est des probabilités, c'est juste, c'est pas une certitude. Hein. La psychologie évolutionniste, elle donne raison à Darwin ou elle donne raison à Lamarck ? Alors, c'est plus compliqué que ça, dans le sens que ce qu'on appelle maintenant darwinisme et lamarckisme, bon, évidemment, les deux sont. Darwinisme a tellement évolué que c'est. Très décrit actuellement, d'ailleurs. On associe actuellement Lamarck à l'évolution au cours de la vie, c'est-à-dire le changement au cours de la vie, et Darwin à l'évolution par la transmission, maintenant on sait génétique, mais pas transmission il n'y a pas de transmission des caractères acquis, alors que Lamarck c'était la transmission des caractères acquis. En cherchant sur le sujet, j'avais vu que Darwin, qui ne connaissait pas les gènes, qui n'avait rien pour fonder cette transmission, à l'époque, hein, il n'avait pas à la base, par moment doutait et a pensé, lui, ça. Et que Lamarck aussi se posait la même question. Donc la différence entre les deux était beaucoup moins nette qu'on le croyait, mais il faut voir quand même qu'il y a 60 ans entre Darwin et Lamarck, qui était 59 ans avant Darwin. Donc Darwin connaissait Lamarck, enfin les travaux de Lamarck et tout. 60 ans, ça fait quand même 2 générations. Hein, c'est beaucoup. Donc, non, et maintenant,
c'est encore plus compliqué parce qu'avec l'épigénétique, etc., on se demande, et puis tout ce qui influe sur l'expression des gènes, donc l'épigénétique au sens le plus large, certains disent qu'il y a une sorte de transmission des caractères acquis. Mais disons que si je me souviens de mes cours de biologie de terminale, à l'époque où on avait encore un peu de ces matières-là au lycée, Darwin disait qu'il y avait des évolutions liées au hasard. Le fameux papillon gris qui apparaissait par lui-même parce que les arbres étaient passés du marron au gris. Ouais. Ce à quoi j'avais répondu. Donc le papillon rose, où est-ce qu'il est? Si jamais ils apparaissent au hasard comme ça, voilà. Et Lamarck, lui, par contre, essayait se placer plus dans une continuité où il y avait une évolution qui se justifiait par rapport, elle n'était pas due au hasard, il y avait vraiment une justification par rapport à l'environnement et à l'évolution. Alors, pour la caricature de Lamarck, c'est la girafe à un long cou parce que ils ont étendu le cou et les enfants ont bénéficié du cou étendu des parents. Voilà, pour aller vite, c'est ça. C'est caricatural, voilà. Ouais. Mais ça, on sait que ça ne marche pas comme ça. Darwin, il y a une notion de hasard, en effet, parce que à chaque procréation, c'est le hasard de l'instant. C'est ce que disait René Clair, que serait-il advenu de ce moi qui me semble si lourd à porter si mes parents avaient quelque peu hâté ou différé leurs embrassements. Mm-hmm. C'est joliment dit. Vraiment, il y a une notion de hasard. Oui. Mais il n'y a pas que le hasard, autrement il y aurait eu les papillons roses. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a la pression sélective qui va faire que, d'abord, quand il y a il faut d'abord que les gènes marchent ensemble pour que l'individu soit viable. Et ensuite, il faut que les gènes donnent quelque chose qui puisse à la fois survivre et lui-même transmettre ses gènes, lui-même se transmettre. Donc, si vous avez une combinaison génétique, vous faites naître un hasard, fait une personne, ça marche, vivante, mais qui n'a jamais d'enfant, qui ne transmet jamais ses gènes, cette combinaison génétique disparaît. D'accord. Ensuite, ça se complique parce que ça serait de moitié de la combinaison. Il y a des forces, ce qu'on appelle les forces évolutives, qui ne dépendent pas complètement du hasard. Mais sinon, au niveau de point de départ, la procréation en elle-même est un hasard. Ok. Alors, on va enchaîner sur ça. On va regarder notamment... Donc là, on voit que la propagation de nos gènes, en fait, est quelque chose d'important parce que on sait via l'épigénétique que nous sommes le fruit de nos parents, de nos grands-parents, de beaucoup de choses qui se sont adaptées. Et si nous sommes là, en fait, il y a presque un devoir de transmission et autres. Et moi, j'étais fasciné quand je suis arrivé en Occident de voir, en fait, cette évolution de l'Occident où on arrive à des mouvements, en fait, philosophiques où on ne veut plus parfois faire d'enfants, où on ne veut plus se placer dans une logique de recherche de protéines, de propagation de gènes, d'évolution. On a l'impression parfois qu'il y a des pensées mortifères et suicidaires. Vous avez travaillé notamment sur l'influence du quotient intellectuel et de l'économie, vous parlez de capitalisme cognitif, vous regardez l'évolution de l'être humain par rapport à son environnement. Vous portez quel regard sur l'Occident actuel et ces évolutions dans le monde de la famille notamment? Alors, il y a de fortes chances. On peut penser aux expériences de Calhoun en 1960, les années 68-73. Vous connaissez? Il avait mis des rats, c'est l'expérience utopique. Ah, c'est laquelle? Il a mis des souris. Ouais. Il les a mis des souris dans un environnement parfait pour elles, où vous pouvez se multiplier. Ah oui, c'était trop bien. Quand c'était trop bien, ils sont devenus feignants, homosexuels, ils ont arrêté de se reproduire, c'est ça? Et ils ont arrêté de se reproduire et ils ont disparu. Ouais. Alors, l'explication usuelle, c'était que c'était la surpopulation. Ce qui, à l'époque, c'était les années 60-70. On commençait à sentir le baby-boom. Il y avait une peur de surpopulation sur la Terre. Donc, en effet, les gens se sont dit que la surpopulation est un danger. Maintenant, il y a une autre hypothèse qui a été sortie, c'est que c'était simplement l'accumulation de mutations génétiques négatives. Ça s'appelle en anglais mutation load, le fardeau génétique. Et si on regarde la situation
en Occident depuis la fin du 19e siècle. Le- Il y a eu moins de mortalité infantile, moins de sélection naturelle, etc. Et une hypothèse est qu'on a accumulé une charge génétique, mutation load, qui fait que on retrouve à peu près la même situation que Calonne. Et qu'on est dans une situation où il y a hyper développement des comportements non fertiles et autres. Mais ça n'explique pas tout. Il y a pour la situation d'Occident, il faut aussi regarder, Gad Saad parle des virus cognitifs, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui font qu'il y a une volonté le KGB était intervenu pour essayer de lancer certaines idées qui se sont développées en Occident et qui avaient pour but de détruire l'Occident. Revoyez les vidéos de Bezmenov C'est gentil. en début Bon. des années 80. Oui. Bon, Yuri Bezmenov. Donc, la mutation load n'explique pas tout, mais je pense qu'elle a une part d'explication. Après, j'ai commencé fort et j'ai un peu tapé dans une direction. On va faire un peu l'avocat du diable et le contre-pouvoir. Il y a beaucoup de sociétés, une fois qu'elles sont évoluées, qui font ce qu'on appelle une transition démographique. C'est-à-dire qu'ils font moins d'enfants, ils se reproduisent moins, de manière naturelle. Ils contrôlent en fait leur population. Oui, alors, si pour avoir 3 enfants, il faut en faire 8, tout autour de vous, vous allez commencer à avoir 8 enfants, et puis il y en a 3 qui survivront. Si la médecine arrive, au bout d'1 ou 2 générations, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la peine de vous fatiguer à avoir 8 enfants. Vous en faites 3, il y a très peu de chances qu'il y en ait un qui meurt, si c'est 1 pour 1000 par exemple. Donc, servir au même, et ça va faire une transition, ce qu'on appelle la transition démographique. Alors, cette transition, il semblerait qu'elle est en train de se retourner dans certains pays, pour différentes raisons, dont religieuses. D'accord. Et même avec des pays ça ne veut pas dire qu'ils retournent à l'âge de pierre, ça veut dire qu'ils ont décidé de retourner à avoir plus d'enfants. Il y a aussi qu'on on a un investissement parental très très fort, ce qu'on appelle stratégie R et K. Nos enfants, on investit énormément dessus. Et comme maintenant, on sait qu'ils ont de fortes chances de survivre, grâce à ça, on a une tendance à encore plus investir dessus. Et donc, avoir moins d'enfants pour investir plus sur ceux qu'on a. Donc, il y a aussi cette évolution-là. Avant, les gens avaient plein d'enfants, certes, mais ils s'en occupaient très peu. Maintenant, un enfant, ça coûte une fortune. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend où on vit. L'accouchement de ma fille m'a coûté 15 000 euros. L'école de ma fille en maternelle, la petite section, me coûtait 4 500 euros le trimestre. Il y en avait 3 par an. Donc ça dépend là où on est placé. Je trouve qu'en France, l'éducation des enfants, elle ne coûte pas forcément si cher. Bon, ce ne sont plus nos enfants, c'est plus nous qui sommes décisionnaires par rapport à beaucoup de choses, mais l'État prend en charge beaucoup de trucs. Donc ça coûte beaucoup moins cher aujourd'hui. Ah oui, nous, ça coûte beaucoup moins cher. Ouais. Mais malgré tout, regardez, on entend parler parfois de personnes qui ont 10 ou 15 enfants pour toucher les allocs. Oui. On se dit, mais les allocs ne suffisent pas à élever un enfant. Mais en fait, c'est qu'ils investissent très très peu dessus. Non, mais un enfant n'a pas Ils besoin d'argent, il a dépensent besoin très peu sur les d'amour. Mais je veux enfants. dire, à partir du moment où vous avez 3 ou 4 enfants, effectivement, vous avez un budget suffisant et vous leur apportez effectivement votre temps et la chaleur humaine dont ils ont besoin. Et effectivement, l'environnement ici devient suffisant pour les faire grandir. Ça, c'est établi, ça, je pense. À partir de 3 ou 4, oui, c'est établi. Alors, je n'ai pas été jusque-là, moi, donc je ne peux pas dire. D'accord. Non, c'est... Donc, la tendance à avoir moins d'enfants ou à ne pas en avoir s'explique par enfin, il y a différents facteurs qui vont agir dessus. Je ne vais pas dire s'explique parce qu'on n'a pas l'explication complète, mais il y a différents facteurs qui vont jouer dessus, dont le fardeau génétique, dont des campagnes qui ont été lancées de guerre cognitive et dont
euh, un plus grand investissement sur ce qu'on a, plus grande importance qu'on donne à ce qu'on a. D'accord, Et donc, bien sûr, évidemment, d'accord. Ok. Bon, question suivante. Vous faites aussi de la prospective économique. Vous essayez d'ailleurs de prévenir l'avenir de manière économique et géopolitique. En se basant sur un point de vue de psychologie évolutionniste, là, vous résidez en France, vous avez étudié l'Occident. On est en train d'évoluer vers quoi et comment ça va se passer? euh, Si vous avez une boule de cristal, là, ou un tarot, je veux bien écouter, ça m'intéresse. Dites-nous. ma- Dans quelle direction allons-nous? alors, ce que me dit ma boule de cristal, hein, Oui, voilà. C'est Pierre Dac qui disait les prédictions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. n'est-ce pas? D'ailleurs, il peut le faire. Mais bon, Voilà. voilà. Non, on est en train de foncer dans le mur, mais enfin bon, ça tout le monde le voit, sur un Oui, certain nombre de points. Le... Il y a des règles en économie qui sont intangibles, qu'on fait exactement l'inverse. La règle, c'est que euh, bon, le QI est le premier critère qui explique la réussite d'un pays. C'est le facteur le plus important. Mais le deuxième, c'est la liberté économique. ça c'est Toute important, on le atteinte à dira la jamais liberté. assez ça. On l'a oublié beaucoup, Ouais. mais la liberté d'entreprendre, la liberté économique, la faible taxation est en relation directe avec la prospérité du Hein. pays et donc de ses habitants. Alors, pour moi, enfin, ce qui est montré, c'est que toute intervention étatique dans un échange libre, que ce soit par des taxes, des régulations, etc., a un coût que toute la société paye. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas. Ça veut dire qu'il faut connaître le coût. Bien sûr. Et des fois, on achète quelque chose, ça a un coût, parce qu'on a choisi de l'acheter. Ouais, c'est une balance Mais bénéfice-risque. Ouais. Ouais. balance bénéfice-risque. Mais toute intervention étatique a un coût. Et à partir d'un moment, quand il y a trop d'interventions étatiques, et ben là, les bénéfices, il devient quasiment impossible à trouver. On est, si on prend la France officiellement à 57% 57,5% de l'État qui par rapport au PIB. L'URSS, c'était 50,5 de mémoire. Donc on est encore plus communiste que l'URSS. Certains disent que si on prend en compte leur bilan, les dettes, etc., c'est pas 57, c'est 67%, c'est-à-dire l'État gère les 2 tiers de l'économie. Or, l'État ne peut pas savoir quels sont les besoins de chacun, c'est strictement impossible. Hein. Même avec le meilleur ordinateur du monde, il ne pourra pas. C'est-à-dire que l'économie ne peut pas s'adapter. Donc, on va dans le mur. Alors, un économiste m'a Voilà. répondu à ça en disant qu'aujourd'hui, on était dans une configuration qui était inédite parce que l'argent était dématérialisé, que ce qui était important, c'était non pas le montant de l'argent au niveau des États, mais sa vitesse de propagation et de circulation. Il y a un terme technique pour ça. Et donc, en fait, la dette, on s'en moquait parce que, avec l'inflation, éventuellement un changement de monnaie, on continuait. Tant qu'il y avait assez de création de valeur par l'État qui passait d'une poche à l'autre, ça posait aucun problème. Oui, mais cette création de valeur ne sera pas adaptée. C'est-à-dire, ce qui fait de la valeur, c'est l'échange. À la célérité, mais c'est ça que j'avais utilisé, Oui, la c'est la célérité de la... célérité, Voilà, oui. voilà, ouais, il m'a expliqué ça. Et Ouais. c'est la quantité d'échange. Mhm. C'est-à-dire, voilà, je vous vends mon crayon, je vous vends 10 euros mon crayon, vous l'achetez 10 Mhm. euros, vous avez perdu 10 euros, moi j'ai perdu un crayon. Mais tous les deux, on a l'impression de l'avoir gagné. C'est pas d'avoir gagné. C'est-à-dire, vous avez préféré me donner les 10 euros et avoir le crayon, et moi j'ai préféré vous donner le crayon et, et gagner les 10 euros. Et ce moment-là où il y a va faire qu'il y a création de valeur en permanence. Donc, si on augmente la possibilité de créer des valeurs, va y avoir une croissance économique. Si on met des normes, des régulations, des taxes, etc., c'est-à-dire que pour vous vendre le crayon, eh bien, il faut d'abord que j'aille passer 3 mois à monter une entreprise sous telle forme, et puis que j'aille payer telle taxe, et que ceci, cela, etc., il n'y aura plus de création de valeur. Donc l'État, c'est ce que j'appelle le grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage de la création de valeur. Mais est-ce qu'il y a déjà eu
par le passé un exemple reproductif à ce que nous vivons actuellement avec la famille. Emmanuel Todd dirait la famille nucléaire égalitaire française, mais avec un si fort taux de séparation, de divorce, de parents isolés, d'ingérence de l'État, une telle quantité de la population, d'enfants qui sont placés, qui sont gérés par l'État. Quand on analyse en fait la famille occidentale aujourd'hui, c'est un désastre. On est, Oui. on est à 60% des parents qui sont confrontés à des problèmes d'enfance ou alors à des enfants qui sont suivis par des AEMO ou par l'aide sociale à l'enfance. On est à 21, je crois qu'on est à 21 milliards d'euros. Non, je sais plus. Non, en 2021, on était à 13 milliards d'euros. En 2019, on était à 11. En fait, la gestion de la famille n'est quasiment plus naturelle. Elle est mécanisée. Elle est gérée par des process. Je devais dire que si il n'y a aucune loi, aucune règle, on va dire qu'elle est naturelle. Si jamais il y a effectivement des subventions, des interventions qu'on vient de voir, on va dire qu'elle est mécanisée. Il y a une partie de la population qui veut plus faire d'enfants. Moi, j'ai des psychologues qui m'ont dit qu'on avait un état psychologique de la jeunesse proche de celui d'un état en guerre. C'est-à-dire qu'ils veulent plus faire de société, ils veulent plus entreprendre, ils veulent plus aller bosser pour faire carrière, ils veulent plus faire de gosses et tout. Est-ce que par le passé, c'est déjà arrivé dans une civilisation, ça? Alors, l'Occident a une caractéristique, c'est d'être weird, c'est donc d'avoir pas de notion clanique, d'être moins ethnocentrique que les autres populations. Oui, on a plus l'esprit collectif que dans certains endroits, ça c'est clair. On va le dire comme ça, voilà. Oui. Ouais, et moins la famille et plus on peut être plus individualiste, ça peut se dire aussi comme ça. Donc ça, je ne sais pas si ça existait dans d'autres. J'ai pas vraiment d'exemple de. Alors certains disaient l'Allemagne des années 30, ça se lit souvent sur Internet. D'autres, j'ai lu la fin de l'Empire romain, ou pareil, mais il n'y avait pas une telle, par rapport à certains critères, mais il n'y avait pas une telle mainmise de l'État sur la vie de chacun. Mhm. Parce que là, actuellement, les 2 tiers sur le grand nombre, les 2 tiers, c'est l'État qui le gère, mais au niveau des individus, ça veut dire qu'il y en a qui sont 100% gérés par l'État. Ouais. Moi, ce qui Il n'y a plus de m'intéresse, c'est dans liberté. la perspective de la psychologie évolutionniste, c'est comment le groupe, comment l'humain va réagir par rapport à cette intrusion, ce contrôle extérieur très, très prégnant. Et je me demandais si ça avait déjà existé par le passé, quoi, et quelle était la réaction de l'espèce par rapport à ça. Euh, je pense que ça disparaît, tout simplement. D'accord. Voilà. Il y a On une sait que sélection qui se la fait, mais perte bon, de liberté et d'autonomie entraîne une disparition. au bout d'un temps, oui, parce que vous avez la perte de liberté et d'autonomie. Certains disent détruit l'âme, pas dans le sens religieux, mais dans voilà, la volonté d'être, etc. Et ça détruit donc le dynamisme de la personne. Et donc, ça finit par détruire la société, parce que la société est construite par les personnes. Ouais, parce qu'on crée des dépressifs Et assistés. Ouais, ouais. voilà. 60% des jeunes femmes de gauche aux États-Unis ont reconnu avoir eu des problèmes psychiatriques dans l'année précédente. Ça fait quand même beaucoup, Mhm. 60%. Euh, le... Non, ça ne peut que, soit il y a une réaction à un moment donné, je ne sais pas sous quelle forme, etc. Euh, Soit on est dans un engrenage, enfin on a mis le doigt dans l'engrenage et puis ça va bouffer la main et le bras et le corps. En Asie, je vais faire un peu l'avocat du diable encore une fois, j'aime bien, voilà. En Asie, ils ont mis le contrôle social, ils ont des systèmes de points. Mes amis qui sont restés en Thaïlande, ils ont un contrôle, un scan oculaire pour retirer les billets de banque. On sait absolument qui fait tout, quoi. Il y a même eu une régulation dans certains pays des naissances, donc on a intervenu aussi dans la sphère familiale.
pour l'instant, ça a l'air de tenir. Ils ont une consommation électrique hallucinante, donc ils produisent beaucoup. Ils sont en train de nous passer devant au niveau technologique. Ils sont même revenus à faire des innovations, des inventions technologiques majeures que l'Occident ne fait quasiment plus. À part les fusées de Musk, il n'y a pas grand-chose. Hein. Des nouvelles façons de faire du nucléaire, des nouvelles façons de faire l'électricité et autres. Donc là-bas, ça a l'air de tenir. Mais nous, est-ce qu'on est fait comme les Asiatiques? Est-ce que c'est temporaire? Alors, les... je pense que ça peut pas tenir longtemps, moi. Mais en même temps, ce que l'évolution nous apprend, c'est que certains critères, dans certaines circonstances, certains gènes, dans certaines circonstances, ont été sélectionnés et ont été plus transmis. Ce qu'on appelle sélectionnés, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés plus dans la génération d'après. Et qu'au bout d'un certain temps, ils ont pu devenir extrêmement développés. Là, le contrôle social à la chinoise fait très peur, mais bon, je pense qu'il arrivera en Occident aussi, parce que ça va faire rêver les États. En fait, pour moi, on est en train de vivre le rêve de la troisième voie, c'est-à-dire la voie entre le marxisme et le libéralisme, et avec prise de pouvoir de l'État. Moi, je suis très pessimiste, mais je suis vraiment très pessimiste. Oh, mais je pense qu'on va vers la fin des esprits libres, des créatifs, les gens légèrement asociaux, et qu'on va, au niveau évolution, on va privilégier ceux qui rentrent dans les cases, qui sont malléables. Enfin, c'est pas les mêmes profils, quoi. Voilà. Oui, et ça va donner quoi au niveau des enfants des générations d'après? Ça va entraîner une baisse de QI, Ouais. une baisse de plein de choses, et c'est le cycle. Il faudra un autre événement pour que, éventuellement, le QI remonte dans quelques centaines d'années, quoi. Ah, pétard. On va sur Elyséum, là, ça va être génial. Bon, bah voilà. C'était Philippe Gouillou. Philippe Gouillou, on vous retrouve sur gouillou.com, GOUILLOU.com. Comme on peut le voir, il y a une véritable pensée. De toute façon, quand on commence à s'intéresser... oui. Et pourquoi les femmes des riches sont belles? Vous connaissez Delavier, Frédéric Delavier? Non, on me dit quelque chose, mais je Oui, crois il pas. Non. avait écrit un ouvrage qui s'appelait Sexe contre énergie, que je trouve Ah, était je connais pas. extrêmement intéressant. Et il expliquait que, à un moment donné, dans notre espèce, il y avait eu une scission et que ceux qui restaient dans les arbres et qui allaient chasser en couple, il y avait un taux de perte assez important. Et ceux qui laissaient les femelles dans l'arbre avec les petits et les hommes qui allaient à la chasse et qui revenaient ont gagné la guerre énergétique. Et donc, il y a des comportements qui sont restés, etc. Et il a une lecture, lui, de la société qui est basée justement sur la propagation des gènes et recherche de la calorie. Et comme je le connais, qu'il est passé ici plusieurs fois, je ne peux pas empêcher de faire le rapprochement avec ce que vous étiez en train de dire. Et pourquoi les femmes des riches sont belles? Oui, ben oui, tout à fait. D'ailleurs, quand j'étais riche, j'avais une jolie femme. Bon, très bien. Philippe Gouillot, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt à tout le J'avais pas monde. tort. Oui, c'est ça. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Voilà. Au revoir. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Ben, c'est bon, on a enregistré l'émission numéro 2. Bon, tout va bien? Oui. Ok. Alors, le... Alors, L'avenir, j'enregistre je suis très toujours. pessimiste, hein. J'enregistre toujours. Si vous voulez dire des choses, on peut continuer à se rendre sur YouTube dans la vidéo. Si vous voulez que j'arrête pour discuter en haut, vous me le dites aussi. Comme vous voulez. Bah, on peut continuer à donner du contenu aux gens. Non, un point à voir, alors j'écris là-dessus, c'est les prédictions qu'on peut faire grâce à la science. On tombe forcément sur des choix politiques. Pour moi, la science, c'est ce qui vous dit, si vous sautez du 15e étage sans parachute sur du béton, vous allez quasiment certainement vous tuer. La politique, c'est vous décidez de sauter ou non. Donc si votre objectif
politique est de vous suicider, le 15e étage sur du béton, ça devrait marcher. S'il n'est pas de vous suicider, c'est l'autre choix. Mais il y a bien la scission entre d'un côté ce que la science nous apprend, des informations, et derrière les choix qui sont faits, qui sont basés non sur ce que la science nous apprend. La science ne dicte pas un choix. Quand la télé nous dit la science a dit il faut faire telle chose, c'est de la propagande. La science a dit on prédit avec tel taux de certitude tel résultat si telle chose est faite. Oh, mais la science évolue en Et derrière, on permanence. fait le choix. La science nous a dit Tout à fait. d'immenses bêtises au cours de l'histoire. Elle évolue constamment. Ah, mais il y a plein de corrections qui sont faites, il y a plein de réfutations d'articles, etc., de fraudes qui sont découvertes. Encore maintenant, il y a plein de délires. Il y en a qui s'amusent à publier dans des articles des articles qui veulent rien dire, quoi, qui sont ce qu'avait fait Sokal et refait régulièrement. Je suis retombé sur un encore récemment. Vous avez suivi un petit peu là Kennedy aux USA, tout ce qu'il est en train de faire par rapport à la médecine, aux vaccins et Big Pharma, là, c'est hallucinant aussi, ça. Alors, là, ces jours-ci, on a entendu parler, et la presse française ne donne qu'une partie de l'histoire, que Trump a annoncé que le paracétamol créait l'autisme. Oui, et puis il y a des crétines qui ont commencé à prendre des trucs pour lui donner tort, elles ont fini à l'hôpital. Moi, j'ai vu, ouais. Ouais. Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça. Déjà, évidemment, il n'a pas dit créer l'autisme, mais il a dit il y a un effet. Bon. Mais pourquoi il dit ça? Il y connaît strictement rien sur le sujet. Pourquoi? Parce que le doyen de la faculté de médecine d'Harvard vient de sortir un article qui dit ça. Et cet article est considéré, je suis tombé sur des debunkings de cet article, comme quoi il est faux. D'accord. Donc, en effet, il n'y a pas de lien. Mais Trump s'est basé sur une étude publiée par Harvard, donc qui normalement est sérieuse, quoi. Mmh. Il a dit on a trouvé ça, etc. Ça vient d'être publié. C'est le doyen de la faculté de médecine, donc pas n'importe qui est dedans. Pas le premier, mais le dernier auteur, hein, donc le chef de l'équipe, qui est dedans. Donc, il s'est basé sur une étude scientifique, quoi. Sauf que l'étude scientifique, je n'ai pas les compétences pour en juger, mais ceux qui connaissent mieux disent qu'elle est fausse. Mais c'est pas du tout, il a dit, le paracétamol crée l'autisme. C'est une influence dessus, on a trouvé une corrélation. Donc il y a toute une propagande actuellement qui est extraordinairement forte. Ouais, quand on étudie de toute façon la façon dont l'information est gérée et transmise, on a peur, hein. D'ailleurs, vous faites comment là pour tenir? Là, vous vivez à Nice, vous êtes en France, visiblement vous êtes capable de comprendre qu'on nous raconte, soit qu'on est entouré de Q880, soit que l'information qui arrive est de la propagande. Comment vous tenez? Difficilement. Non, mais c'est une vraie question en fait. Beaucoup de mes Non, mais amis c'est une question beaucoup de gens sont partis, quoi, hein. Ils sont allés ailleurs pour. Voilà, c'est là. Moi, j'ai tout simplement j'ai un fils qui a encore 2 ans d'études, et puis voilà. Ah d'accord. Ok. D'accord. Ensuite, je pars à ma campagne à moi, hein. C'est à l'étranger, mais bon, c'est ma campagne à moi, quoi. Ouais, Je quitte le monde. Moi, je comprends. Mais là, je suis ici pour financer les études de mon fils. Ouais, j'entends. J'entends très bien. J'entends très très bien. C'est la raison pour laquelle j'étais revenu en France. Ouais. J'entends très très bien. Ouais. Sinon, comment je supporte toute cette propagande ou de voir des gens qui foncent dans le mur Ouais, parce qu'on se sent On isolé n'a pas des parlé fois. du concept de midwit. On sait qu'on a raison, mais Midwit. on se sent extrêmement isolé. Qu'est-ce que c'est ce concept-là? Inuit? Midwit, Midwit. ça veut dire d'intelligence moyenne. Il y a le même oui. des midwits, D'accord. etc. Mais en fait, à l'origine, ça avait été lancé, ça voulait dire ceux qui ont un QI de 105 à 120 qui se croient au top de l'échelle. Ah oui. Ah, il y en a C'est-à-dire qu'ils se quelques-uns dans le surestiment. coin, là. Il y en a. Oui, d'accord. Ouais. Et en fait, ce sont les plus adaptés au monde actuel. Mais Je ne parle pas dans les milieux type informatique, etc., mais dans le truc, dans les commerces, le business, les petites sociétés, etc.,
c'est ceux qui sont les plus adaptés. Ouais, parce qu'ils Et ils vont reprendre ce que leur dit France Info, ils vont reprendre ce qui est, et donc ils vont être dans le confort, dans le cocon social de la pensée commune, et ils hum, vont se mouvoir dedans très bien, sans aucun mal-être, et ça va bien se passer pour et eux. en Ouais. plus, et pas seulement ça, parce qu'à la limite, même les QI plus bas y arrivent, en se croyant supérieurement intelligents. Ah bah oui, puisque eux, ils Donc ont en compris. croyant avoir une compréhension du monde et sans comprendre les gens plus intelligents. En gros, le monde est inventé par les QI extrêmes, les très hauts QI, est contraint par les bas QI, parce qu'on ne peut pas tout faire, parce qu'il y a des gens qui n'arriveraient pas à suivre, Mhm. mais il est concrétisé par les mid-wit et les QI moyens, qui sont les patrons de PME, qui sont les cadres moyens, les médecins, et tout et Les tout. fonctionnaires classe B et C. Voilà. Et c'est ces gens-là qui dirigent le monde et sont les plus adaptés au monde actuel. Et certains disent qu'on est en midwitocratie. C'est un sujet que je développerai un peu dans l'édition 2 du livre. Bon, Bon, on revient sur la c'est... question initiale, hein. En fait, avoir un fort QI, quelque part, c'est un avantage parce qu'on voit certaines choses, mais en même temps, c'est un inconvénient parce qu'on est isolé et on s'isole par rapport au groupe parfois. Donc c'est aussi un Alors, handicap. Vous voyez, il y a les deux, hein. oui. Statistiquement, un plus haut QI est toujours un avantage sur le grand nombre. Certes. Bon, on fait des bêtises Mais, aussi, hein. Ouais. Bon. mais on n'en a jamais assez, quoi, en gros. Résumé. Il faudrait toujours plus. Mais la question, c'est que dans de nombreux cas, pour ça je disais tout à l'heure, il y a un balancier, une sinusoïde de le QI est un avantage, le QI est une maladie, etc., etc. C'est que dans certains cas, les deux sont vrais, quoi. En certains cas, un plus haut QI va isoler la population, la personne va se sentir différente, ne va pas être sociabilisée, va être rejetée. La fille dépressive. Euh, les midwits qui, eux, réussissent économiquement, etc., vont se considérer largement supérieurs. Donc quand ils diront quelque chose, ils ne l'écouteront même pas. Parce que de toute manière, pour eux, ils se croient supérieurement intelligents, ils se croient à tous les niveaux, donc ils ne voient pas la... Et donc la personne va être très mal. Maintenant, il y a des questions qui se posent en plus. C'est actuellement... c'est le docteur Alexandre, Laurent Alexandre, qui avait dit il y a quelques années, je le cite dans le bouquin, il avait mis un tweet, il avait dit avant un QI légèrement supérieur à la moyenne et il suffisait d'être malin pour réussir. Maintenant, tous les nouveaux milliardaires de la Silicon Valley sont des THQI, c'est-à-dire plus de 145. Mais est-ce que c'est pas l'informatique qui fait que le QI n'a pas joué sur la corrélation QI réussite? J'aimerais voir aussi l'origine sociale de ces gens. Oui, généralement. Mais de toute manière, l'origine sociale, il y a une telle corrélation entre QI et niveau social que ça joue aussi. Oui, enfin, certes, mais Mm. si vous voulez, Elon Musk, en Afrique du Sud, ça allait bien, il n'était pas pauvre. HP dans son garage, Microsoft et Bill Allen ce sont quand même des contes de fées. Oui, Si vous n'êtes pas un héritier c'était capable d'être propriétaire et que vous n'avez pas terreau fertile, avec rien, on ne fait rien, hein. Vous avez beau être intelligent, tout à fait. à part aller dealer du shit dans les cités, vous n'allez pas faire grand-chose, hein. Donc, Oui. Non, sauf si vous êtes, ben, il y en a qui, dans l'informatique, on peut monter. oui, C'est-à-dire une oui, oui, personne qui ça a été. Ça va disparaître, mais ça a été, tout à fait. Ouais. Et maintenant, donc le deuxième point à voir aussi, c'est est-ce que l'IA va pas nous remplacer? J'avais écrit en fait, j'ai une idée je l'ai présentée à IBM en 2013. C'est le fait que tout simplement, les moteurs de recherche vont se transformer en fournisseurs de décisions. Moi, je vous ai entendu vous exprimer Imaginez, sur ça. Je vous ai entendu dire ça, effectivement, c'est un argument. Oui. Ça dépend pour qui, mais oui, j'entends. Ouais, ouais.
Imaginez que vous ayez, pour votre travail, vous avez un congrès à Milan, un congrès à Madrid en même temps. Auquel aller? Vous réfléchissez, vous vous dites, ben, si je vais à celui de Milan, j'ai des chances de rencontrer machin, ça serait pas mal, donc je vais choisir Milan. Vous avez une IA qui sait déjà où vont vos clients. Ah ouais, vous avez expliqué ça, je me souviens. Ouais. Voilà, c'est Ouais. ça. Alors, Et il y a, donc, il y ça a veut un dire qu'il n'y aura côté plus qui de va être... corrélation entre intelligence et... Ouais. Ça sera l'IA qui fera le succès, pas Ouais, l'intelligence, ouais, parce ouais. qu'elle sera toujours meilleure que vous, puisqu'elle sait. Bien sûr, bien sûr. Après, on pourra dire que l'intelligence permettra de l'utiliser mieux que l'autre. Oui, tout à fait. Mais est-ce que ça aura un effet aussi fort? Non, bah non, c'est une réduction. De la même manière qu'à une époque, Oui. on m'a expliqué très rapidement qu'il y aurait ceux qui sauraient utiliser l'ordinateur et ceux qui ne sauraient pas, et que ceux qui ne sauraient pas seraient dirigés par ceux qui sauraient utiliser l'ordinateur. J'étais en fac de maths, là, donc on m'a expliqué ça assez rapidement. C'était très brutal, mais dans les années 90, c'était un peu vrai. Là, aujourd'hui, ceux qui savent utiliser l'IA, enfin, il y a des gens qui n'utiliseront jamais l'IA. Il y a un filtre qui est déjà en train de se passer, là, sur la capacité, sur le potentiel. Il y a des gens, ils seront jamais capables d'aller générer une image ou qui seront jamais aptes à aller poser la bonne question au truc, qui vont rester dans leur petit schéma à eux. Donc les gens, moi je remarque que les gens intelligents se sont déjà appropriés les outils beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement que ceux qui n'avaient pas l'habitude de la technologie. Alors, oui, il y a cet effet-là. Mais en même temps, la technologie, les gens intelligents se sont appropriés le téléphone, Ouais. le GSM beaucoup plus rapidement que les autres. Et maintenant, tout le monde en a un. Ouais. Même dans les niveaux faibles cognitivement, tout le monde a un smartphone. Ouais, mais ils sont venus bien après et ceux qui avaient un bon potentiel ont vendu plein de trucs, ont fait plein de business avec le smartphone. Ouais. Mais là, il est possible, je dis bien il est possible, hein, je n'ai pas de certitude, Non, non, que l'IA remplace complètement cette notion-là. C'est-à-dire ouais, qu'à ouais, un parce que moment c'est trop donné, gros, il y c'est aura trop plus immense, besoin. trop gros, et je comprends, ouais, ouais. Et comme une question que je me posais, en définition de l'intelligence. Ouais, mais on va Euh, continuer à être rapporteur à ceux qui feront pas l'effort ou qui n'auront pas les capacités. On va faire de la vulgarisation, de la pédagogie, et de l'explication, et de la formation. oui, mais regardez, définition de l'intelligence. Je vous dis, être capable de calculer, il n'y a que les humains qui ont le cerveau pour faire ça. Ouais. Ils calculent plus qu'une petite addition. Je vous apporte une calculatrice électronique. Hein, cette calculatrice, vous allez dire, elle n'est pas intelligente. C'est juste des algorithmes. Oui, mais elle a une En même capacité temps, plus c'était quelque chose qui importante était que la mienne. Oui, bien sûr. considéré, qui aurait été considéré comme une marque d'intelligence. On se rend compte que ce n'en est pas une. Ces dernières années, on disait que les machines de Turing ne pouvaient pas atteindre l'AGI, l'intelligence générale, qui n'a pas tout à fait le même sens que. Non, mais je vous rejoins, je vous rejoins. J'ai vu des Et signes donc, est-ce d'intelligence que. très clairs dans mon IA, dans les discussions que j'ai eues. J'ai même eu des réponses qui étaient plus sensées que certains stagiaires que j'ai encadrés et autres. Donc j'ai vu des éclairs d'intelligence arriver. Ça, c'est évident et ça va s'améliorer. Donc ça, oui, oui. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, notre intelligence, c'est normé à notre place, quoi? C'est-à-dire que c'est juste des petits algorithmes et on se surestime. Oui, bon, après, on va aller sur d'autres thèmes. Vous avez déjà lu ou écouté Philippe Guillemant? Non. Non. Bon. Voilà, il y a peut-être autre chose, il n'y a Il pas que écrit le là-dessus? matériel. Lui, alors Guillemant, c'est un ancien chercheur du CNRS qui a été publié plusieurs fois, enfin, qui a travaillé en IA, mais qui a fait des publications en recherche fondamentale. Et maintenant qu'il est retraité, il essaie de modéliser l'univers, mais sur la base non pas de la matière, mais de la vibration et de la conscience. Donc il propose un modèle. Et dedans, il essaye d'expliquer la conscience, l'âme, les énergies, les anges, les machins. Enfin, mais c'est intéressant. Hein. Il part sur des matrices à 27 ou 28 paramètres. Il part de recherches fondamentales de la physique, disant que le futur est déjà créé et modifie notre présent en fonction du futur où nous voulons aller. Il dit que c'est des choses qui ont été plus ou moins démontrées. Et après,
quand on l'écoute, en fait, le matériel, le physique et tout n'est qu'une partie de l'équation. Donc, l'IA n'aura pas cette partie de l'équation parce qu'elle ne sera que dans le matériel, pour l'instant. Peut-être. Peut-être. Mais comme quoi, tout n'est peut-être pas joué, tout n'est peut-être pas encore... Ah oui. Non, Après, on peut se dire que l'IA va nous aider à résoudre le cancer, nous aidera à conquérir les étoiles. C'est aussi quelque chose qu'on peut envisager. Hein. oui, tout à fait. Et elle peut amener de l'abondance, quoi, économique, etc., etc. Ouais. Peut-être qu'elle va nous calmer, nous forcer à arrêter les guerres. On ne sait jamais, prions, espérons. Ah, non, je suis en train de préparer un dossier là sur la cybersécurité. Ouais. Toutes les personnes que j'interviewe me citent l'IA en tant que risque. Et on l'utilise pour se défendre, mais bon, quand même. Ouais, bah oui. L'IA attaque de plus en plus, quoi. Elle est utilisée en tant qu'arme actuellement. Mais je suis d'accord. Je veux dire, vous pouvez, vous, entraîner un LLM sur votre ordinateur si vous voulez. Assez rapidement, en fait, je veux dire, il y a eu le fourgon à Singapour, le bateau, les containers avec les puces Nvidia qui étaient interdites d'importation au Japon. Il y a le container qui a disparu à Singapour. Tout de suite, DeepSeek est apparu en Chine. Et assez rapidement aussi est apparu Worm GPT, c'est-à-dire une IA qui était faite pour aller aider les gens sur le dark web, à faire des worms, à faire des virus. Donc oui, la technologie, de toute façon, elle a avancé aussi par le jeu, par le sexe, par la délinquance. La face sombre de l'IA existe et existera aussi, ça c'est évident, on va y être confronté. Donc, je ne suis pas très positif sur la notion de moins de guerre. Ouais. Voilà. Mais je crois que beaucoup de gens intelligents sont pessimistes. Hein. L'intelligence, c'est de détecter des signaux faibles. Est-ce qu'il y a une corrélation? Disons que les signaux faibles ne sont pas très positifs actuellement, quoi. C'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. En tout cas, en Occident. C'est pour ça que beaucoup de gens intelligents se sont barrés, sont à Dubaï, à l'île Maurice, en Amérique du Sud. Ouais. Ah oui, non, mais et puis surtout en Occident, où les normes et tout ça créent une mélasse. Oh. Moi, quand je suis en France, j'ai l'impression d'être dans la mélasse. Ils sont en train de se laisser mourir. C'est impossible de faire quoi que ce soit. Absolument. Ouais. La moindre chose demande énormément de problèmes administratifs de ceci. Ah, mais non, ça c'est interdit, cela, Rien n'est fait pour aider. Et l'ultra-régulation, généralement, est annonciatrice d'effondrement, hein, parce que les gens la refusent, donc l'État devient autoritaire, et donc il y a un collapse qui s'effectue. L'ultra-régulation, c'est pas un signe de bonne santé, généralement. Non, vraiment pas. Donc il y a plein de signaux comme ça qui vont... alors comment ça va se passer, j'en sais rien, mais qui font craindre le pire, quoi. Bon, après, le pire, ça peut aussi être peinard au fond du Périgord avec des cèpes. Hein. Il y a pire comme vie. Hein. Ne pas se tromper de champignons. Oui, c'est d'où l'intelligence d'ailleurs. Hein. Au retour au darwinisme, oui. Bon. Voilà, sélection naturelle. Bon, je crois qu'ils vont halluciner. Non, parce qu'ils vont écouter YouTube après, ils vont halluciner. Ouais. On est dans un cycle de QI en baisse et donc on va le payer. Puis peut-être qu'un jour ça remontera. Enfin, moi, je ne serai plus là, mais peut-être qu'un jour ça remontera. Mais il y a des endroits où ça remonte. Il y a des endroits sur la Terre. D'ailleurs, aujourd'hui, on regarde le globe terrestre. À quel endroit est-ce qu'on a les taxis autonomes? À quel endroit est-ce qu'on est en train de faire les hyperloops? La Californie et la Chine du Sud-Est. Alors, j'avais été au salon ITU de décembre 2006 à Hong Kong. C'est là qu'avait été décidée la 4G face au WiMAX. ITU, c'est la partie de l'ONU qui s'occupe des télécoms. Ah, j'avais dû y passer par là aussi, dans ces années-là. Oui, 2006-2008, j'y suis allé là-bas, 2 fois. Ouais, en décembre. Je venais de Monaco. Enfin, j'habitais à Nice, mais je venais de Monaco. J'habitais en Italie à l'époque. C'est le contraste technologique. J'ai vécu en Tunisie. J'ai été gérant de société en Tunisie. D'accord. Eh bien, globalement, en venant, j'ai dit le choc est le même, la différence est la même. Monaco est au milieu. Il y a la même différence entre la Tunisie et Monaco qu'entre Monaco et la Chine. D'accord. Et Hong Kong. Et c'était en 2006. Et depuis, ils ont accéléré. Ah, ils ont donc beaucoup maintenant, progressé. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ils ont énormément progressé depuis. Ils ont des taxis autonomes. Ils ont des...
À 20 ans Et pour un pays émergent, c'est beaucoup, hein. c'est énorme. Donc, je pense qu'on est on a pris beaucoup de retard ici. Bah, ça progresse plus. Je veux dire, à chaque fois que j'allais à l'étranger, je revenais en France, il se passait rien. Vous quittez Bangkok, vous quittez Singapour, vous quittez Hong Kong durant 2 ans, vous revenez, il s'est passé plein de trucs. Vous revenez à Paris 2 ans plus tard, ça s'est dégradé. Oui. Hein. Vous nourrissez mon pessimisme. Ouais, ouais, mais je suis très pessimiste moi actuellement. Donc bon, Voilà, donc non, mais la solution d'aller dans le Larzac, hein, comme on disait dans les années 70, ou dans le Périgord, ouais. c'est peut-être Bah, la solution, hein. pour ceux qui peuvent pas, parce que aller comme ça demain au Panama, ou parce qu'il y en a qui nous disent le Venezuela, Panama, l'Argentine, le Chili, Dubaï et autres, c'est bien, mais il faut réussir à assurer ces vieux jours. Et donc il faut déjà avoir les épaules un peu solides. Et quand on peut pas, bah, il reste le Larzac, je pense, ouais. Ou le Périgord. Mm. Après, si Non, vous vous m'avez travaillez donné en envie. ligne, ouais. Pardon? Vous m'avez donné envie pour Oui, le oui, Périgord. oui, 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 mais le Périgord, c'est intéressant. Après, peut-être qu'il y a encore des plans, hein. Je pense qu'on peut encore créer de la valeur et l'amener aux autres. Mais bon, il faut réussir à faut réussir déjà à s'acheter, on va dire. Je crois, le cap, il est à 15-20 appartements dans un endroit pour vous être certain que ça va bien se passer. Et là, effectivement, vous pouvez y aller, vous assurer vos trucs, vos frais médicaux quand vous serez vieux, tout ça. Mais il faut réussir à le faire, quoi. C'est pas forcément facile, hein. Mm. Ok. Ok, ok. Bon, Bon, je vais vous laisser aller manger. bien, ben, bonne soirée. Oui, Merci. je vous remercie beaucoup pour tout ça. En tout cas, je voulais vous dire, j'ai passé un excellent moment avec vous. Voilà, je voulais vous le dire. Bon, merci. Ouais, c'était très bien aussi. Bon, ok. Je regarderai avec intérêt. Moi, je vous envoie le podcast ces jours-ci. Là, je le ferai durant le week-end ou lundi. Et puis, je vous dirai quand la seconde émission passera. Voilà. Merci, Monsieur Gouillou. Au Ok, revoir. Merci. merci. Au Au revoir. revoir. Hop là.